Et place au livre du week-end dans Richard Cœur de Loup. Omar Barrada interroge les rapports des hommes à la quête de pouvoir et à la domination de leurs congénères à travers le parcours de Ben Athman. Le lecteur découvre les ressorts qui vont porter un personnage anonyme au sommet avant une plongée abyssale dans les oubliettes de l'histoire. Omar Barrada qui nous a rejoint sur le plateau du 20h week-end. Bienvenue, ravi de vous recevoir. Alors on connaît plus ou moins Richard Cœur de Lion. Richard Cœur de Loup, qui est-il? C'est le même personnage, 800 siècles plus tard. Sorti de votre imaginaire. Absolument, absolument, sorti de mon imaginaire et surtout de mes recherches dans l'Antiquité sur certains personnages comme Richard Cœur de Lion et qui se retrouvent plus tard transfiguré d'une autre personne. Alors, votre héros, il est au début en fait un anti-héros, hein. Il s'appelle Ben Athman. Qu'est-ce qui le pousse à vouloir sortir de son quotidien de petit vendeur de babouches? Écoutez, c'est un monsieur sans aucune envergure. Et puis, par un concours de circonstances, de hasard, il a compris, parce que la ville dans laquelle il vivait, qui est entourée de murailles, était entourée d'une horde de sauvages. Donc c'était Richard Cœur de Loup, retourné des abysses, c'est l'antéchrist. Et puis il se disait, voilà une occasion pour manipuler les gens et arriver à mes fins. Ce qu'il va finir par faire au gré de différents mécanismes. Même si le personnage est fictif, il se réfère à des événements et à des moments historiques. Il nous rappelle que l'histoire finalement est faite de parcours assez similaires, d'ailleurs qui sont cités dans le livre. Leur point commun à tous, c'est leur soif de pouvoir. Toujours, toujours. En fait, c'est la clé pour comprendre pratiquement le roman, qui est, c'est vrai, avec des sursauts et des sauts historiques. C'est la soif du pouvoir, toujours et tout le temps. Il faut bien s'accrocher. Par le biais de la religion. Alors après, il y a effectivement plusieurs mécanismes qui sont activés. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs dans votre histoire, parce que vous décryptez un peu le recours au spirituel, par de la religion, pour asseoir son pouvoir totalitaire. Est-ce que c'est l'une des principales sources de légitimation à vos yeux? Non, ce n'est pas la principale source de légitimité, mais c'est une arme, je dirais, absolue pour arriver à ses fins. D'ailleurs, depuis le temps. Je distingue de toutes les façons, vous avez dû le remarquer, entre la religion, les pratiques religieuses et la spiritualité. La spiritualité a toujours été une arme redoutable, mais pas pour uniquement arriver, mais pour se maintenir de façon légitime. Mais on voit qu'il y a des tractations, évidemment, qu'il y a des contreparties, et que le but, c'est vraiment d'arriver et de dominer, aussi en faisant peur. Absolument, mais toujours. De toute façon, le pouvoir est une forme comme vous l'avez montré tout à l'heure, c'est une forme d'absolutisme, de terreur aussi. On ne prend pas le pouvoir de façon aussi simple que ça, surtout dans les siècles que j'ai cités, dans l'Antiquité. Tout en faisant croire que c'est pour le bien-être de ses alter-ego. Et bien évidemment, ça c'est la Libye. C'est la Libye. Dans sa quête de postérité, votre Ben Athman, finalement, au bout du roman, d'ailleurs, vous le décrivez assez joliment parce que vous vous adressez au lecteur. Si je retrouve le passage, vous dites en substance que, au bout de tout ça, que reste-t-il? L'histoire fait son œuvre. Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, les Ben Athman, il y en a des milliers, à commencer par Gengis Khan et compagnie. C'est un personnage, j'aurais pu prendre un autre nom. J'ai cité d'ailleurs Salah ad-Din Ayyubi, le Kurde, mais j'aurais pu citer n'importe qui. Mais l'histoire est une concession et une procession d'éléments qui font qu'une personne arrive un jour par des concours de circonstances. Et vous le dites effectivement ainsi. Ainsi se termine l'épopée de Ben Athman, vendeur de babouches de son état, homme simple, rondelé, d'une platitude imparable. Le hasard, les lieux, les concours de circonstances, le fait des rencontres fructueuses qu'on évoquait, le manque de culture et d'éducation de sa communauté, le poids des traditions, la force des corporations, le culte des saints, les coups de pouce, l'insolence, la hargne de vaincre, une ambition intense ont façonné notre homme qui est devenu un peu
en peu de temps un chef de confrérie. Exactement. Il n'y a pas de toutes les façons de pouvoir gentil, ça n'existe pas. L'avenir, vous le voyez comment autour de cet ouvrage? D'ailleurs, vous en avez, on les voit sur la table, d'autres. Celui-ci, c'est le troisième. C'est le quatrième. Le quatrième. Les précédents ont été traduits. Celui-ci connaîtra également le même sort. Celui-là est en cours de traduction en anglais. Les autres ont été traduits en espagnol et en arabe. Et le prochain, c'est dans 2 ou 3 mois. Et vous êtes en train de plancher dessus, mais on en discutait tout à l'heure. Vous ne voulez pas nous en dire plus. Pas du tout. Tant mieux, ça nous fera une surprise totale. En tout cas, on était ravis de vous recevoir pour Richard, Cœur de loup. Avec plaisir, c'est Omar Barrada. C'est un roman, 2e édition. C'est pour ça que vous l'avez vu sous deux couvertures différentes. Et c'est aux éditions Orient. Merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci.